messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team pour notre rendez-vous sportif quotidien qui démarre maintenant. Mais avant, regardons le sommaire. Au programme de la Grande Team ce soir, LGT News. Éléphant, Pépé, Bailly, Jean-Évrard Kouassi, Ahmad peuvent-ils toujours espérer jouer la CAN 2023? C'est la question LGT de ce numéro. Excellente soirée sportive sur la 3. La sélection ivoirienne est toujours d'actualité face justement à la CAN à venir et la question LGT est dédiée justement à la sélection. Éléphant, Pépé, Bailly, Jean-Évrard Kouassi et Ahmad peuvent-ils toujours espérer jouer la CAN 2023? Donnez-nous donc vos avis au 27 21 59 93 99 ou écrivez aussi sur la page Facebook de la 3. Pour les 90 minutes à venir, je serai accompagnée pour la première partie de Clément Yetton, de Ballot et de Jean-Philippe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez, messieurs? Ça va. Ça va. Et chez vous? Très bien, merci. Jean-Philippe, vous allez bien? Je n'ai pas entendu bien. votre voix. D'accord, voilà. Bon, tout le monde est installé. On démarre avec les news de ce soir, ici dans LGT News. LGT News. Ouvrons le chapitre des news avec les activités du CNO-CIV. Bouaké accueille la journée olympique le 2 décembre prochain. Cette année, c'est la ville de Bouaké qui accueillera la journée olympique. C'est l'information capitale livrée par le Comité national olympique de Côte d'Ivoire sur sa page Facebook. Cette célébration, normalement censée se tenir le 23 juin, peut être différée tout en restant dans le canevas de l'année. C'est pourquoi le CNO-CIV a choisi la date du 2 décembre avec pour thème « Bougeant ». 19 fédérations nationales olympiques sont attendues à cette grande fête. On peut citer entre autres l'athlétisme, le taekwondo, le rugby, la lutte, le judo, le handball, le volleyball, le tennis de table, le cyclisme, le tir à l'arc, le badminton, l'équitation, la boxe, le golf, la gymnastique. Notons que plus d'1 millier d'athlètes sont attendus dans la capitale du Grand Centre pour la journée olympique. LGT News. Boxe. Francis Ngannou va séjourner à Abidjan. Francis Ngannou foulera le sol ivoirien cette nuit même. Le célèbre athlète camerounais séjournera en Côte d'Ivoire dans le cadre de ses activités, notamment sa fondation. Selon les organisateurs, le boxeur aura un programme chargé, mais s'adressera aux journalistes dans le courant du vendredi. En effet, il animera une conférence de presse dans un hôtel au Plateau pour donner plus de détails sur cette visite qu'il a souhaitée de tout son cœur. Sauf changement de programme, Francis Ngannou assistera à la soirée de MMA qu'organisera le samedi la Fédération ivoirienne. LGT News. LGT News. Parlons de football. Ligue africaine des champions, l'ASEC Mimosa à Dar es Salaam. L'ASEC Mimosa séjourne depuis ce jeudi en Tanzanie. L'équipe coachée par Julien Chevalier a atterri à Dar es Salaam aux environs de 3 h du matin, heure locale. Le groupe, qui a aussitôt pris ses quartiers dans un hôtel chic de la place, a même effectué sa première séance d'entraînement cet après-midi. Les jaunes et noirs, faut-il le rappeler, débarquent en terre tanzanienne dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions CAF. Ils affronteront samedi Simba SC. LGT News. Partenariat. Sébastien Haller et une maison de téléphonie mobile s'unissent pour le bien des enfants. Cet acte de signature et d'échange de parapheurs entre Sébastien Haller et Madame Cissé, directrice commerciale de la structure partenaire, marque le début d'une bonne collaboration entre l'international ivoirien et le partenaire officiant dans le secteur de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Le choix porté sur Haller n'a pas été compliqué quand on sait que le joueur a une fondation qui s'occupe des enfants démunis, chose importante pour nous également. C'est en ces termes que la responsable de la structure s'est exprimée. Sébastien Haller s'est dit pour sa part très heureux d'associer son image aux bonnes causes avant de revenir sur la performance. Je dirais heureux, fier, soulagé aussi parce que c'est pas des signatures qui se font en une semaine. Donc aujourd'hui c'est scellé, c'est finalisé et puis on peut enfin partir sur plein de projets qu'on a envie de faire ensemble. Et puis donc voilà, je suis pressé que ça commence. LGT News. Coupe du Monde U17.
Le Sénégal demande la disqualification de la France. Tout juste après son élimination en 8e de finale du mondial U17 au tir au but, le Sénégal a demandé la disqualification pure et simple de la sélection française. Avant ce match, l'équipe sénégalaise avait déjà introduit un recours en vue de la disqualification de l'équipe entraînée par Jean-Luc Vanucci. Tout simplement pour dénoncer l'alignement de Yanis Issoufou durant la phase de groupe. Le joueur avait déjà évolué en 2022 avec le Niger lors du tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN U17, débouchant à une Coupe du Monde de sa catégorie. Avant d'enfiler le maillot français, sans que la Fédération française de football en ait fait cas à la FIFA. L'affaire fait grand bruit. Le Sénégal aura-t-il gain de cause? Attendons de voir. Une autre information, Iron Bibi sur les bords de la lagune ébriée. Abidjan accueille depuis ce soir Iron Bibi, le champion du monde de log lift, passe quelques temps sur la terre ébénie. Il mènera donc certaines activités, nous reviendrons sur son actualité. Pour les débriefs de ce soir, on commence avec vous, Clément. Ah ouais, tout à fait. L'affaire Yanis Issoufou, qui fait jaser actuellement dans le monde du football, pour ne pas dire dans la compétition, le mondial U17, parce qu'on sait que Yanis Issoufou, la fédération sénégalaise a décidé de faire une requête par rapport à l'éligibilité de l'enfant, parce qu'il a joué d'abord pour le Niger. Et moi, je l'ai observé pendant le tournoi de UFOAB 2020, où il était même dans l'équipe type avec Yann Diomondé, l'Ivoirien. Et il va faire la CAN également U17 en Algérie, qui a servi de qualification pour le mondial U17. Donc, du coup, c'est un peu quand même mon sens déçu, parce que tu ne peux pas faire le tournoi qualificatif avec un pays A et puis aller faire la phase finale avec un pays B. Le Burkina Faso, qui a été battu par la France, a déposé également un recours. Et on a jugé ce recours-là irrécevable parce que le Burkina Faso n'a pas respecté les délais de 5 jours. Après, maintenant, il y a ce 8e de finale face au Sénégal. Du coup, le petit n'est pas aligné parce que de l'autre côté, les Français, quand même, ils savent qu'ils ont commis une erreur. Donc, du coup, ils n'ont pas aligné le petit. Le petit n'était pas sur la feuille de match. Du coup, ils vont éliminer le Sénégal au tir au but. Le Sénégal va déposer une requête parce que le petit, il a fait quand même les phases de poule avec la France. Donc, on va attendre de voir ce que ça va donner parce que la FIFA a même dit qu'un joueur n'est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition qu'il a déjà joué pour une ancienne association. Donc, du coup, on attend la décision de la FIFA concernant ce cas-là. Mais pour l'instant, certains estiment qu'on ne voit pas la FIFA en train de remettre en cause le tournoi parce que le petit a déjà fait les phases de poule et autres. Donc, on va refaire tout ce qui est le tournoi, refaire les 8e de finale. Voilà, pour l'instant, la France est dans son tournoi, mais on va attendre de voir ce que va donner le recours sénégalais et qui a été déposé par le président de la fédération lui-même, Senghor. Voilà, donc, on va suivre de près cette affaire qui est en train de faire jaser le monde du football et la crédibilité de la FIFA. Effectivement, on attendra donc de voir. Ballot, avec vous, on parle partenariat. Sébastien, à l'heure justement, qui signe avec une maison de téléphonie. Oui, Sébastien Haller qui devient de plus en plus un grand symbole après avoir donc vaincu le cancer, après surtout avoir inauguré un stade en son nom à l'Essonne, à Vigny-sur-Seine, après avoir été invité exceptionnellement à la cérémonie du Ballon d'Or l'an passé. Aujourd'hui, il signe un partenariat avec une grande marque de téléphonie mobile avec pour objectif d'explorer des idées novatrices et des projets communautaires. Donc, en gros, il s'agira pour cette marque de téléphonie mobile et pour Sébastien Haller de conjuguer leurs différents efforts dans le but de pouvoir implémenter des projets communautaires pour des enfants, pour aider dans le domaine de l'humanitaire, mais également, à part donc cet objectif-là, il s'agira aussi tout simplement pour Sébastien Haller d'être l'ambassadeur de cette marque de téléphonie mobile dans l'optique de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on se félicite de savoir que Sébastien Haller reste un grand sur la pelouse, mais aussi une grande personnalité en dehors de la pelouse à travers ce dans quoi il s'inscrit dans tout ce qui est humanitaire, dans tout ce qu'il incarne en termes de personnalité forte et de personnalité qui compte véritablement en Côte d'Ivoire. Oui, une personnalité avec un énorme cœur et surtout on note que la fondation, il a une fondation déjà qui s'occupe des enfants démunis. Bien sûr. Jean-Philippe, avec vous, on parle de Francis Ngannou.
Oui, qui arrive en Côte d'Ivoire, qui doit être déjà là même, justement. Bien sûr, Francis Ngannou, le presque tombeur de Tyson Fury. Il fait son arrivée ici. Non, presque tombeur. Le presque. Oui, mais après... Presque tombeur. Parce que c'est vrai que Fury a annoncé qu'il serait prêt à accepter une revanche face à Francis Ngannou. Mais c'est avec une grande joie que la Côte d'Ivoire va accueillir celui-là même qui est une grande fierté pour le continent africain, Francis Ngannou, qui est à Abidjan dans le cadre de diverses activités, notamment en point de mire la présentation de sa fondation et l'œuvre de sa fondation ici. Également une conférence de presse où l'ensemble de la presse ivoirienne pourra lui poser diverses questions concernant son actualité. Et bien évidemment, on espère qu'il sera présent le samedi prochain à la soirée organisée par la Fédération ivoirienne de MMA pour prodiguer des sages conseils à nos valeureux combattants. C'est une personnalité, l'une des plus marquantes du continent africain de nos jours. Et c'est avec une immense joie qu'on le reçoit ici à Abidjan. Donc on lui dira simplement à quoi bat Francis. Voilà, tu es sur tes terres et puis on espère que le séjour va très bien se passer. Un mot par rapport à l'arrivée de Francis Ngannou, Balo? Oui, c'est une bonne chose. Je pense que depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire est un grand sol en ce qui concerne les sports de combat. On a eu Oli La Machine qui a eu à faire plusieurs combats de Muay Thai. Le MMA s'installe de plus en plus à travers des promoteurs qui organisent des soirées de MMA ici en Côte d'Ivoire. Donc de plus en plus, c'est une terre qui se veut une terre de boxe, même de boxe anglaise, parce que si on remonte plus loin, on avait les Kilimandjaro également qui combattaient ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est une grande terre de combat. On est heureux d'accueillir Francis Ngannou. Tout à l'heure, Jean-Philippe parlait du fait que c'était un presque tombeur, mais oui, il incarne une certaine fierté parce que à la base, c'est un combattant de MMA qui s'est mué en combattant de boxe anglaise face à l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, Tyson Fury. Et il a pu mettre KO, en tout cas sur quelques secondes, Tyson Fury. Donc il incarne toute une fierté. Et on est heureux, tout simplement, de le recevoir ici en Côte d'Ivoire pour ce qu'il incarne. Finalement, parlons de cette discipline. Est-ce qu'il compte rester dans la boxe anglaise, Clément? Ça dépend de son appétit. Voilà, il a fait quand même audience avec ce combat-là face à Tyson Fury. Pourquoi pas rester? Parce que quand tu vas inquiéter l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand dans cette discipline-là, tu te dis, tu te sens capable maintenant d'affronter également cette discipline. Donc à lui de voir est-ce qu'il a l'appétit, est-ce qu'il a l'envie de continuer dans cette discipline. Moi, je pense que ça serait bien quand même. On va voir sa capacité à repousser tout ce qui est limite, c'est-à-dire tout ce qui est préjugé. Et on l'a vu, on a dit que c'était quand même, ça serait difficile pour un gars de MMA de passer à la boxe anglaise. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais quand on prend cette déclaration, quand on prend tout ce qui est après combat avec Tyson Fury, on a l'impression qu'il veut continuer dans cette discipline-là. Donc, on attend de voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Oui, Jean-Philippe? Non, ce que je veux ajouter concernant cette nouvelle vie qu'il est en train de bâtir, c'est plutôt d'inverser la question. Est-ce qu'il va continuer dans le MMA? Parce que depuis le lundi, Francis Ngannou est le 10e au classement de la WBC, qui est le ranking le plus élevé en matière de boxe professionnelle. Et donc, le 10e de la WBC, il aura un programme pour remonter petit à petit dans la pente pour espérer devenir champion du monde. Parce que déjà, le fait qu'il soit rentré dans le ranking de la WBC, s'il doit combattre Tyson Fury pour une revanche, les ceintures de Fury seraient mises en jeu. Donc, avec cette revanche qui pointe à l'horizon, est-ce qu'il va repartir pour faire des combats en MMA? C'est la grosse interrogation que je me pose. Je pense qu'il est définitivement rentré au niveau de la boxe anglaise. Sûrement que si on a l'opportunité, on va lui poser la question durant la conférence de presse. Oui. Mais je mets une petite pièce sur le fait qu'on risque de ne plus revoir Francis Ngannou en MMA. D'accord. Bon, on attend de voir, justement, posez-lui la question en conférence de presse. Nous, on marque une petite pause, hein, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, le focus de ce soir, nous recevrons Aruna Kone, président du Max Kokan, mouvement de soutien Aruna Kone au Kokan. Allez, à tout de suite.
Voilà, nous sommes ensemble sur le plateau de la Grande Team. Et n'oubliez pas la question LGT. Éléphant, Pépé, Bailly, Jean-Yves Rakwasi et Ahmad peuvent-ils toujours espérer jouer la CAN 2023? Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. Et aussi écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Bon, nous, on passe au focus de ce soir. Pour le focus de ce soir, nous recevons sur le plateau de la Grande Team l'ex-international ivoirien Aruna Koné. Avec lui, nous allons parler du Mascocan. On reçoit donc... Ça va. On vous entend. Sportif. Bonsoir Aruna Koné. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau Moi de la aussi, Grande Team. c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Oui. Bon, vous savez, vous les connaissez, on sera donc avec Jean-Philippe, Clément et Valo. Donc voilà, la première question d'entrée de jeu pour vous, Aruna Koné, c'est que pourquoi avoir mis sur pied le Mascocan? J'ai mis sur pied le Mascocan, en fait, pour soutenir le Cocan dans sa mission. Oui. Parce qu'en tant qu'un ancien éléphant, pour moi, je me dis que le Cocan sera en charge de faire des grandes réalisations autour de la CAN. Mais il y a aussi des petites choses quand même qui peuvent ne pas faire, qui peuvent aussi ternir l'image de cette CAN-là. Donc, nous, on s'est donné comme mission d'aller sensibiliser les gens, d'aller sur le terrain, pour essayer de leur expliquer quand même les enjeux de cette CAN-là, pour leur dire que tout le monde est concerné. C'est le pays qui est engagé, donc du coup, tous les Ivoiriens doivent se sentir concernés par l'organisation de cette CAN. Alors, concrètement, ce que vous faites sur le terrain, c'est juste motiver la population? Oui, motiver, sensibiliser, parce qu'on a un réel problème de civisme en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, c'est un problème parce qu'on accueille quand même à peu près la moitié des pays africains en Côte d'Ivoire ici. Oui. Donc, il faut quand même sensibiliser la population au civisme pour qu'ils aient le bon réflexe. Et c'est pourquoi j'ai dit que tout le monde est concerné. On ne peut pas laisser cette grande tâche seulement au Cocan pour l'organisation. Nous tous, on peut participer. Par exemple, jeter les ordures et autres, aller faire un peu la salubrité dans les stades. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai estimé qu'on peut faire quelque chose. Donc, j'ai mis ce mouvement en place. Ah oui, très bien. Oui, Valo. Et en tout cas, félicitations déjà, on en connaît. Mais ce qu'on veut savoir, est-ce que c'était une initiative spontanée de votre part ou bien le Cocan a eu à faire des demandes implicites? Non, 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 pas du tout. Ça a été spontané. En fait, j'étais en train de réfléchir et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller voir le grand frère Salfo pour échanger un peu avec lui, puisqu'il a ici connaît en cette matière-là. Donc, j'ai échangé avec lui et il m'a un peu donné les idées et j'ai monté. Mais je n'ai pas eu quand même l'avis, je n'ai pas entendu l'avis du Cocan pour organiser parce que c'est le pays qui est engagé et tout ce qu'on peut faire pour accompagner le Cocan, il faut que chacun de nous fasse quelque chose. Et donc ça a été spontané. Oui, ça a été spontané. Oui, Clément. Tout à fait. Et moi, j'aime votre stratégie de communication. J'ai vu que vous étiez à Ozo, voilà, vous avez tout récemment également au stade de Bimpe, à Korogo, à Yamoussoukro. Voilà. Est-ce qu'après quelques mois d'existence, est-ce qu'on peut dire que les Ivoiriens ils adhèrent au mouvement avec cette stratégie de communication? Oui, ils adhèrent. Aujourd'hui, on a créé pas mal de sections dans les différentes villes qui accueillent la CAN. Nous étions récemment, ce week-end passé, dimanche, à Korogo pour l'installation de la coordination du mouvement. Oui. Et le week-end prochain, on sera à Boaké. Donc, c'est pour vous dire que les gens, ils adhèrent. Et chaque fois qu'on fait un événement, il y a des appels. C'est comme ça les sections se créent. Et aujourd'hui, pour vous dire, le mouvement est en train de prendre. Et ça, c'est vraiment très important. Et je suis vraiment très satisfait de ce qu'on fait sur le terrain. Mais Aruna Koné, quand même, ça demande quand même des moyens. Hein. Comment vous arrivez à financer? Bon, à part mon apport personnel, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Tu ne peux pas mettre un projet comme ça en place et puis ne pas participer. Donc, j'ai mon apport personnel. Mais en même temps, il y a aussi des mécènes qu'on a contactés pour nous accompagner. Il y a une structure des VTC, mais une nouvelle structure aussi, qui nous accompagne, qui a mis à notre disposition des véhicules pour essayer de se déplacer. Ouais. Et là, même le dernier match contre Seychelles à Ebimpe, on a été contacté par une compagnie de téléphonie qui nous a mis à disposition une centaine de tickets et des kits de salubrité, des t-shirts
orange et tout. Et on était tous vêtus en orange. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a... Mais on attend quand même que... Vous attendez plus? Plus. Oui. Parce que c'est quand même la Côte d'Ivoire qui est engagée. Et pour moi, c'est... Pour ce match, à moi-même, j'ai offert 500 tickets aux membres du Mascocan pour aller au stade. Et à partir de là, former les gens, essayer de faire passer le message de sensibilisation. Exactement. Pour que tout le monde s'apprête à participer à cette fête. Oui. Oui, Jean-Philippe. Avant d'en connaître, ce mouvement, il se veut périn ou c'est juste pour la compétition qui va débuter en janvier ici en Côte d'Ivoire? Non, c'est juste pour la période de la CAN. Voilà. Et après, le Mascocan va... Oui, il va pas muter en un autre mouvement pour continuer la sensibilisation. C'est possible. C'est possible, mais pour le moment, nous sommes concentrés sur la CAN. Mais c'est fort possible que ça soit un mouvement citoyen pour continuer à... Le civisme, c'est quand même... c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. C'est pas seulement quand il y a la CAN. Oui. Ce sont les messages de pédagogie qu'on doit toujours lancer pour que les gens prennent conscience. Et ça, peut-être, ça peut continuer après. Les sections vont concerner uniquement les villes qui accueillent la compétition ou il va se déployer en dehors de ces villes-là? C'est ce qu'on a souhaité. Les villes qui accueillent pour ne pas être un peu partout. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire? Si quelqu'un t'appelle en dehors de la ville, par exemple, de Yamoussoukro, qui veut créer une section, on ne peut pas refuser. Il y a eu déjà à Saint-Fra 3 sections qui sont créées, mais... La CAN ne se joue pas là-bas. Oui. Ça veut dire que les Ivoiriens, ils adhèrent. Et moi, je suis vraiment très content. Et voilà. Oui, Balo. D'accord. Et est-ce que vous avez associé des gens du monde du football? Vous êtes un ancien joueur, donc vous incarnez un exemple pour la population. Est-ce que vous avez associé des joueurs comme vous? Si, j'ai déjà 3 vice-présidents qui sont des anciens joueurs. Il y a mon ami et frère Ebou Emmanuel qui est un vice-président. Il y a Kone Ibrahim, l'ancien de l'Africa, il y a Bamba Ladji. Et il y a aussi Goïbi Syria qui est le responsable chargé des partenaires. Donc c'est pour vous dire que j'ai d'autres collègues qui m'accompagnent. Oui. Au-delà de ça, ceux qui ne font pas partie du mouvement, mais ils nous accompagnent parce que là où on part souvent installer les coordinations, j'organise des matchs de gala pour animer un peu le public. Et mes amis viennent participer à ce match de gala. Ils vous soutiennent. On note que vos amis footballeurs vous soutiennent quand même. Oui. Justement, parlons des membres du Mascocan. Le Mascocan comprend combien de personnes? On est à près de 10 000 personnes maintenant. Wow. Hein. Ouais. Okay. Il y a, au niveau d'Abidjan, vu qu'il y a 2 stades, on a essayé de diviser. À Abidjan Nord, il y a près de 70 sections qui ont été créées. À Abidjan Sud, c'est une trentaine de sections. Korogo, Boaké et tout. Donc, on est aujourd'hui à près de 325 sections qui sont créées. Et à Korogo, vous étiez justement récemment. Vous pensez que l'objectif a été atteint? Oui, ça a été atteint. Ça allait au-delà de ce qu'on attendait. Et à Korogo, pour vous dire même que quand on est arrivé, après l'installation de la coordination, les gens ont tellement aimé. On a fait la connaissance du président des taxis motos de Korogo. Ça, par exemple, c'est un secteur d'activité qui est concerné par la CAN. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que chacun de nous fasse quelque chose. Et après notre cérémonie, je me suis déplacé, je suis allé à leur siège pour assister à leur réunion. Et à partir de là, j'ai essayé d'échanger avec eux pour essayer de les sensibiliser, pour leur dire qu'on accueille la CAN. Oui. Il faut que l'esprit soit en phase avec la CAN pour ne pas que ça déraille, parce qu'ils sont amenés à transporter des gens. Il ne faut pas faire d'accident, il ne faut pas voler. Et tout ça, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Et c'est quand même une association qui a plus de 4000 membres. Donc, ils ont été vraiment très contents et ils nous attendent pour la journée de sensibilisation à Korogo. Oui, Clément. La mission, elle est noble. Et puis, voilà, il fait quand même la différence, comme il a également fait la différence par sa teinture de cheveux sur la pelouse. Maintenant, on a parlé de coordination, donc ça veut dire qu'il y aura des coordinateurs dans chaque ville concernée. Mais comment ça se fait, le critère de désignation de ces coordinateurs-là? Est-ce qu'il y a des critères de base ou bien Si, il y a quand même un critère parce qu'on ne peut pas mettre n'importe qui à la tête d'une coordination. On prend quelqu'un qui est déjà diplômé, qui a le temps, qui
quelqu'un qu'on peut contacter pour mener nos actions sur le terrain. Et tu peux être diplômé et puis ne pas avoir le temps, mais on a besoin. Voilà, il faut être disponible. Donc, souvent, c'est quelques critères là qu'on regarde pour choisir. Et quelqu'un aussi qui est écouté dans sa localité, ça compte beaucoup. Et Harouna connaît les prochaines étapes du Mas Kokan. Les prochaines étapes, il y a tout le mois de décembre qui est consacré à la sensibilisation. Nous allons organiser des campagnes de sensibilisation comme ça dans à peu près tous les endroits où il y a des sections de Mas Kokan. Nous allons commencer à Abidjan ici et partir tout doucement vers les autres villes. Donc tout le mois de décembre, ça sera consacré à la campagne de sensibilisation. Une dernière question avec Jean-Philippe. Bon, j'ai voulu souhaiter bonne chance dans son œuvre, mais j'aimerais un peu avoir quelques éléments détaillés de votre plan d'action. C'est-à-dire, on a vu les axes, il y a la salubrité. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité routière après votre échange avec le responsable des taxis moto de Boaké et de Korogo, excusez-moi. Mais quels sont les axes forts véritablement du plan d'action du Mas Kokan durant cette compétition? Durant cette compétition, à part la sensibilisation, il y a aussi le challenge de la mobilisation. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Un match Guinée-Équatoriale, Guinée-Bissau, je pense que ça peut ne pas intéresser les Ivoiriens. Mais pourtant, nous avons besoin de voir les stades remplis à tous les matchs. Ça, c'est un challenge que nous devons relever. Et ça aussi, au-delà même de la sensibilisation, il faut amener les gens à aller au terrain. Et nous, on s'est donné comme mission d'aller voir toutes les personnes. C'est pourquoi on demande à ce que les partenaires nous rejoignent pour nous offrir des tickets. Comme ça, on va permettre aux gens d'aller. Il y a eu un match en Côte d'Ivoire-Mali où j'ai offert des tickets à des joueurs de centre de formation qui étaient très contents. C'est un rêve pour ces gamins. Mais ces gamins-là sont amenés à jouer à l'équipe nationale un jour. Mais quand ils vont aller suivre la CAN, demain, quand ils vont se retrouver sur le terrain à porter le maillot de la Côte d'Ivoire, ils vont mouiller le maillot, ils vont jouer avec le cœur. Et nous, en tout cas, dans la période de la CAN, on va continuer la sensibilisation. On va continuer encore dans nos actions de salubrité jusqu'à la fin de la CAN. Comme ça, la Côte d'Ivoire va sortir gagnante dans cette CAN. Et il n'y a pas du tout de quiproquo avec le Kokan, hein? Non, pas du tout. Je dis à tout le monde qu'on ne vient pas pour substituer le Kokan sur le terrain dans sa mission. Pas du tout. On vient en complément pour accompagner le Kokan. On dit en Côte d'Ivoire ici que trop de viande ne gâte pas la sauce. C'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Surtout que j'ai des mangeurs de viande sur cette table. Merci beaucoup, Harouna Koné. Un mot de fin avant de vous laisser partir. Pour terminer, je lance encore un appel à tous ceux qui veulent participer, nous soutenir. En tout cas, on appelle, c'est le moment de faire un geste. Et il y a moyen de le faire sur le pays qui est engagé. Chacun peut participer à sa manière pour que la Côte d'Ivoire sorte gagnant de cette... On aimerait remporter la CAN, bien sûr, mais il faut que ça soit la meilleure CAN jamais organisée, comme le président l'a souhaité. Bon, et comme vous êtes sur le plateau de la grande team, un mot pour la sélection actuelle, pour la CAN. Pour un mot d'encouragement. Tout le monde a vu les 9-0. Hein. C'est pour dire à tous ceux qui sont pessimistes qu'on a une équipe comme nous qui est en train de se mettre en place. Et j'ai confiance, je sais que mes petits frères vont se surpasser, aller chercher cette 3e étoile. Merci beaucoup. C'est dit par un spécialiste, hein, par un ex-international ivoirien, Harouna Koné. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, très content d'être sur le plateau. Et vous revenez à tout moment. Nous, on vous attend. Merci. Merci beaucoup. C'était donc Harouna Koné pour le focus de ce soir, président du Mas Kokan, mouvement de soutien à Harouna Koné au Kokan. On marque une petite pause, mais juste avant la pause, je crois qu'on a des images exclusives qui vont s'afficher maintenant. Oui. Oui, bien sûr. On voit sur les images l'arrivée de Francis Ngannou, entouré d'un parterre de personnalités, notamment une star du showbiz, Ariel Chené. On voit à quel point, là, déjà, il est bien accueilli. Il y a un comité de soutien également pour son compère d'une autre discipline dont on parlait tout à l'heure. Aaron Bibi, voilà. Aaron Bibi, bien sûr. Et donc, on voit qu'il y a des sourires, il y a une bonne ambiance. Et Francis Ngannou est sans doute fier d'être en Côte d'Ivoire. Et ça fait plaisir aussi de voir le contraste, hein, parce qu'on voit qu'Aaron Bibi c'est un mastodonte, alors que du côté de Francis Ngannou, c'est vrai qu'il y a des muscles
un peu plus mesuré. Et en tout cas, ça fait plaisir hein, de voir toute la joie autour de Francis Ngannou. Et on espère, pourquoi pas, le voir un tout petit peu à l'œuvre. Hein. On attend de voir, mais déjà, il est en Côte d'Ivoire, le pays de l'hospitalité, et à quoi bat donc Francis Ngannou et Iron Bibi. Bon, on marque maintenant la petite pause, on se retrouve tout juste après pour le sujet principal de l'actu de ce soir. À tout de suite. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est bien dans votre émission La Grande Team. Nous a rejoint Martial Gorou. Bonsoir Martial. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Assez bien. Vraiment heureux de retrouver le plateau de La Grande Team. Oui. Après un bref passage en Tanzanie à Dar es Salaam. Vous avez donné toutes les nouvelles en même temps. Bonne arrivée. Diamond Platinum du journalisme. Bonne arrivée. Bon, j'aimerais signifier hein, que les images précédentes de l'arrivée de Francis Ngannou et aussi de Iron Bibi étaient des images venant du reportage de Jean-Baptiste Assouan et de Néry. Voilà. Bon, nous poursuivons notre émission et nous partons au carton de la semaine. Alors, pour cette rubrique, hein, chaque consultant, le principe est très simple. Chaque consultant choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Donc, le carton vert, satisfaction. Le carton jaune, avertissement. Et le carton rouge, sanction. Bon, messieurs, on y va. Martial Gorou, honneur à vous. Quel carton? Quelle couleur? C'est le carton vert pour l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset. Vous savez, lorsque Jean-Louis Gasset est arrivé à la tête de l'encadrement technique des éléphants, il avait déjà été critiqué. Parce qu'ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui n'étaient pas d'accord avec son choix. Par la suite, il s'est mis au travail et on a cru que les résultats... C'est vrai, la Côte d'Ivoire gagnait, mais bon, on trouvait que le jeu pratiqué n'était pas bon. Et vous savez, quand ça ne marche pas dans une équipe, le premier fusible à sauter, c'est le technicien. Ouais. Donc, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire commence à séduire, il faut féliciter celui qui est quand même l'entraîneur de cette équipe. Et c'est pour cette raison que j'attribue ce carton vert à Jean-Louis Gasset. Ouais. Oui, parce qu'à 2 mois de la CAN, il a montré qu'on peut compter sur l'équipe de Côte d'Ivoire. Vous avez dû le voir lors des éliminatoires, les 2 premières journées des éliminatoires du Mondial 2026. Ouais. La Côte d'Ivoire a fait un carton plein. Ouais. Oui. Et 11 buts marqués sans en encaisser un seul. 2 victoires de suite, donc je crois que c'est quand même... Et puis en plus, il y a quand même un schéma flexible. On passe d'un 3-5-2 à un 4-4-2, un 4-3-3, selon la qualité de l'adversaire. Donc je crois qu'il y a du travail qui est fait. Il n'y a pas encore vraiment la perfection, mais je crois qu'on va tendre vers la perfection jusqu'au coup d'envoi de la CAN. Donc voilà. Félicitations à Jean-Louis Gasset. Donc carton vert pour le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset. Clément, oui, votre carton. Ouais, je vais dans le même sens que Martial, mais mon carton vert qui sera pour les Comores qui font sensation en ce début de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Et il faut noter que dans cette poule-là, on attendait les grosses têtes telles que le Mali ou encore le Ghana. Mais voilà, en 2 journées, d'abord ils vont battre la République centrafricaine sur le score de 4-2. Et puis il y avait ce choc-là face au Ghana à domicile où le Ghana n'a rien vu du tout. Voilà, ils vont battre le Ghana. Ils sont leaders de leur poule, c'est 6 points. Derrière, on a le Mali qui vient, et puis en 3e position, on a Madagascar, et puis en 4e position, on a le Grand Ghana. Donc bravo aux Comoriens. Voilà, après une première participation en Coupe d'Afrique où ils ont fait 8e de finale au Cameroun. Ouais. Attention, on pourrait revoir le Comore, ou on pourrait voir les Comores en Coupe du Monde. Ouais. Alors on ne sait jamais, tout est possible en termes de football. Exactement. Oui, Ballot, votre carton. Oui, carton vert et en même temps cocorico hein, pour l'équipe de France de football qui a marqué 16 buts en 2 matchs, 14 face à Gibraltar et 2 buts face à la Grèce. J'ai envie de dire même que c'est tout simplement 16 buts et demi, puisqu'il y a un but qui a été donc refusé injustement. Le ballon avait bien franchi la ligne. Mais ça prouve que c'est une équipe de France qui reste dans la même dynamique que la Coupe du Monde. Je me souviens qu'Emmanuel Macron et Didier Deschamps leur avaient signifié leur fierté au soir de la finale face à l'Argentine et avaient dit que le meilleur était encore à venir. Et on se rend compte qu'effectivement, le meilleur était à venir puisque c'est une équipe qui s'est qualifiée brillamment avec une équipe à tous les niveaux, qui est parée dans les perches, en défense, en milieu de terrain
et en attaque. Donc, l'équipe de France sera l'équipe favorite lors de l'Euro 2024. Je mise même sur minimum une demi-finale pour cette équipe de France. En tout cas, bravo aux Bleus et bonne chance pour l'Euro. Jean-Philippe, votre carton est de quelle couleur? Mais il est vert et je pense que Marcel Goro a pratiquement tout dit, donc je vais être assez bref. Mon carton s'adresse simplement à l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'est montrée très appliquée durant ces 2 premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà ce qu'on attendait des nôtres après des éliminatoires pour les mondiaux de 2018 et 2022 qui ont été assez difficiles. Pour le mondial 2022 au Qatar, on était passé presque à la qualification. On eût été cette défaite ultime du côté du Cameroun. Et donc, le président Sili Diallo l'a dit, aujourd'hui, la priorité pour cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est de repartir à l'assaut de la Coupe du Monde. Le président Sidi, qui au départ avait fixé comme objectif au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations à Jean-Luc Gasset de faire un parcours honorable, finalement a fait tomber la chemise. Il a dit, nous partons pour essayer de remporter le trophée. Bon, nous, on le savait déjà. Je pense que lui pensait qu'on ne le savait pas, mais on le savait déjà. Et donc pour le mondial également, il espère que les nôtres iront. Et pour l'instant, ils ont montré des très bonnes dispositions. On aime le discours des vestiaires, on aime la communication qui se passe au niveau de la Fédération de football avec à la fin des rencontres les reportages sur ce qui s'est passé dans les vestiaires. On voit qu'on a un groupe qui vit bien. Et comme l'a si bien dit Martial, c'est l'œuvre également de l'entraîneur. Oui. Voilà, il fait partie de cette équipe quand je parle de l'équipe. Et je pense que nos garçons sont sur la bonne voie pour les différents objectifs qu'ils voudront atteindre dans les années à venir. Donc félicitations aux nôtres. Et j'espère que pour les prochaines fenêtres, notamment concernant la Coupe du Monde, celle du juin prochain, on pourra faire également un carton plein. Voilà, transition toute faite, justement, pour parler de la sélection ivoirienne. Merci, messieurs, pour vos cartons. Vous étiez très bien aimables aujourd'hui. C'était carton vert pour tout le monde, c'est bien. J'ai bien envie de lancer mon carton rouge, mais bon, comme je veux rester avec vous jusqu'à la fin des 90 minutes, je vais mettre ce carton rouge de côté. Ballot, vous êtes prévenus. Donc, direction l'actu. Alors, le téléphone est ouvert donc pour l'actu de ce soir. Éléphant, Pépé, Bailly, Jean-Yves Kouassi et Hamad peuvent-ils toujours espérer jouer la CAN 2023 qui se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire? Le 27 21 59 93 99 et aussi, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. À moins de 2 mois donc de la CAN 2023, on s'interroge sur les chances de certains joueurs de figurer dans la liste du sélectionneur Jean-Louis Gasset. On regarde cet élément et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Alors, voyons l'avis de nos consultants sur le plateau ici de la Grande Team. Alors, Éléphant, Pépé, Bailly, Jean-Yves Kouassi et Hamad peuvent-ils toujours espérer jouer la CAN 2023? Ballot. Déjà, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'espérer, mais il s'agit déjà d'envoyer des indicateurs positifs aux sélectionneurs afin d'être appelés à la dernière minute. Maintenant, quels sont ces indicateurs que ces différents joueurs nous envoient? Il faut dire que diversement, ils s'illustrent dans leurs différents championnats. Nicolas Pépé, je vais apprendre quelques stats, qui revient d'une longue blessure, qui n'est pas compétitif en termes de matchs disputés cette saison. C'est un seul but en 4 matchs seulement. Et il n'est pas, en plus, très en jambes pour espérer revenir à son poste. D'autant plus qu'il y a de la grande concurrence à son poste. On a noté la fulgurance, sinon la montée en puissance de Oumar Diakité, qui, sur ses prestations, globalement, a produit de bons résultats, même s'il est critiqué sur certains aspects de son jeu. Mais globalement, c'est pas mal. Il s'est bien illustré sur les différents matchs qu'on a vus. Maintenant, quand on parle d'Hamad Diallo, quel indicateur nous envoie-t-il? Là encore, il n'y a pas de grands indicateurs envoyés puisqu'il ne joue plus. Après sa bonne performance, sinon ses bonnes performances avec les Black Cats de Sunderland à Manchester United, il n'est pas tellement titulaire, donc on manque de jeu. Qui dit manque de jeu parle de manque de compétitivité. Donc on parle de Pépé et d'Hamad Diallo qui souffrent de ce manque de compétitivité. Quant à Jean-Yves Kouassi, lui, en tout cas, essaye de faire son petit bonhomme de chemin du côté de la Chine, de Zhejiang. J'ai vu quelques statistiques, c'est 6 buts, 3 passes décisives en 22 matchs de Chinese Super League, c'est-à-dire le championnat chinois. Donc, il essaye, de par ses performances sur les matchs que j'ai vus, il est toujours dans son registre de provocateur, il essaye d'être performant. Donc, en ce qui concerne aussi le quatrième, je pense qu'on a parlé de Pépé, Hamad Diallo, Pépé, Jean-Yves Kouassi et Eric Bailly. Eric Bailly, lui, avec
Beşiktaş reste encore sur des prestations moyennes. Il n'est pas mauvais sur les matchs que j'ai vus avec Beşiktaş. Il essaie tant bien que mal de revenir à son meilleur niveau, mais il y a encore toujours ce fantasme sur des bourdes encore qui ont été effectuées avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ouais. Et en plus, lui aussi doit faire face à une grosse concurrence, celle d'Ousmane Diomandé et Van Dika, qui, sur leur performance avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, sont en ballottage plus que favorable face à Eric Bailly. Donc, sur les indicateurs que moi j'ai eu à noter joueur après joueur, je pense que selon moi, celui qui peut espérer un signe du destin, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, compte tenu du fait que Gasset a totalement mis en place son ossature. Je le vois mal chambouler toute son équipe. Essayer de compter sur un signe du destin, je pense que c'est Jean-Yves Kouassi qui peut éventuellement compter sur un forfait de dernière minute pour s'inviter à la table des sélectionneurs à la CAN. D'accord. Jean-Philippe, Pépé, Bailly, Jean-Yves Kouassi et Amad peuvent-ils toujours espérer jouer la CAN 2023? Bon, je pense que déjà pour moi, Jean-Yves Kouassi et Amad, ce ne sera pas possible. Ça, je le dis clairement, sans embâche. Je pense que le choix de Jean-Yves Kouassi de retourner du côté de la Chine a été un choix qui lui a fermé les portes pour un certain moment de l'équipe nationale sous l'entraîneur Jean-Luc Gasset. Parce que de toute évidence, il espérait que le garçon évolue dans une zone, dans une ligue un peu plus compétitive que la Chine, qui semble être son jardin, l'endroit où il est le plus à l'aise. Il a démontré de très belles choses dans l'équipe nationale, mais aujourd'hui, quand on regarde la division offensive des nôtres, on se demande, même si on estime qu'il a les qualités nécessaires pour pouvoir y être, par rapport aux autres joueurs, est-ce qu'il a le plus de mérite? Parce qu'on regarde sur la dernière liste des joueurs qui sont arrivés, vous avez Jérémy Boga, bon, il y a Diakité Oumar, il y a au niveau des ailiers, bien évidemment, ceux qui jouent dans le même registre que lui, Jonathan Bamba, Max Alain Gradel, il y a Adengra. Et certains Ivoiriens peuvent polémiquer. Par exemple sur la qualité très sec d'un Diakité Oumar qui, à part le match face au Maroc, a été un peu décevant sur ses dernières sorties. Il y a eu un débat sur la présence de Max Alain Gradel, mais qui s'est aménuisé parce que je pense que les Ivoiriens commencent à comprendre la raison principale pour laquelle il est au niveau de cette équipe nationale, encadrer, accompagner ces jeunes qui en ont besoin surtout avec un ancien vainqueur dans les vestiaires. On peut parler également, pourquoi pas, peut-être même de Bamba Jonathan, mais aujourd'hui, Bamba est en train de trouver sa vitesse de croisière du côté du championnat d'Espagne. Donc quand je regarde, avec déjà pas moins de 10 joueurs pratiquement au niveau de la division offensive, je me dis que ça va être très difficile pour Gasset aujourd'hui, qui a une idée claire des hommes avec lesquels il veut partir à la compétition, de sélectionner Jean-Yves Kouassi. Maintenant, on a regardé un peu la disposition de l'équipe de Gasset. Lors du dernier match face à la Gambie, du côté de la Tanzanie, il a tenu des propos qui semblent être sans embâche à ses joueurs. Il leur a dit « Félicitations, vous venez de terminer ces éliminatoires, vous avez fait le plein de points, 11 buts inscrits, aucun but encaissé, retournez dans vos clubs, travaillez, jouez des matchs et on se donne rendez-vous au début d'année pour la CAN. » Il s'adresse ainsi à un groupe de 24 joueurs présents. Pour lui, déjà, je pense qu'il a une idée nette des hommes avec lesquels il veut partir dans cette compétition. Et je pense que déjà, sur cette dernière liste de 25, il y en a au moins 23 qui sont pratiquement assurés d'être présents à la CAN. Et si on part sur cette probabilité, il ne reste plus que 4 places. Effectivement. Déjà, au niveau de ces 4 places, Amad ne joue pas avec United. Je me demande à quel moment il pourra revenir, même si on sait que les miracles sont permis. On a Jean-Yves Kouassi, comme je le disais, qui s'est retrouvé du côté de la Chine. Je pense que Gasset peut-être estime que non seulement c'est trop loin et qu'aujourd'hui, il a des ailiers qui lui donnent satisfaction, donc pas besoin de venir chambouler sa division offensive. On a maintenant Pépé et Bailly. Je dis qu'aujourd'hui, Gasset est face à un choix cornélien. Soit il renforce l'équipe avec des anciens pour apporter plus d'expérience et de vécu au niveau de la CAN, soit il va, comme il a dit, sur une nouvelle vision, une nouvelle génération. Parce que là, je suis en train de parler des 25 joueurs. Oui. Mais c'est 25 plus 1. Parce qu'il a dit lui-même, il avait sélectionné par exemple un garçon comme Wilfried Zaha. Ils ont eu une petite mésentente sur 24 heures pour arriver à la CAN. Ils peuvent se retrouver, se parler, s'accorder. Ça fera 26 joueurs. Donc il va rester normalement une place. Une seule place. Maintenant, oui, dans la liste des 25, je pense qu'il y a quelques-uns quand même qui sont retrouvés en ballottage défavorable par rapport à leur dernière prestation. Je ne vais pas le cacher. Je pense à un garçon comme Diakité Oumar, je pense à un garçon comme Hassan Kamara. Eux, ils risquent peut-être de ne pas y aller, mais tout dépendra de l'entraîneur. Maintenant, je pense que derrière, c'est ouvert. Oui.
parce que j'ai cité Zaha, mais en plus de Bailly, on a Sinali Diomandé qui est un habitué de la sélection. On a même Abaka Silla qui n'a pas été retenu, qui peut revenir s'il retrouve la confiance de son entraîneur. On a Agbadou qui est titulaire du côté de la France au Stade de Reims qui fait de belles prestations. On a parlé de Nicolas Pepe, mais il y a Datro Fofana également. Il y a Amani Jean-Philippe, je suis obligé de vous interrompre, désolé, parce qu'on a M. Ouattara Badji en ligne. M. Ouattara Badji, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, grâce à Dieu. J'espère que c'est le même pour vous. C'est pareil, d'accord. Donc, on vous écoute par rapport à la question LGT. Est-ce que vous pensez que Pepe, Bailly, Jean-Yves Kwasi et Ahmad peuvent-ils toujours espérer jouer à la CAN 2023? Bon, au regard de leurs différents profils, moi je dis que c'est peut-être Jean-Yves Kwasi. C'est Jean-Yves Kwasi qui peut jouer la CAN. Okay. Parce que lorsqu'on analyse un peu le milieu de couloir, on voit que Diakité Ouma est un peu en ballottage. Et son inexpérience fait que facilement, il arrive comment on appelle ça, à gâcher des passes décisives ou encore autre chose. Souvent, il est en face du but et c'est difficile pour lui. Donc, moi, je pense que non, Jean-Yves Kwasi peut prendre la place de Diakité Ouma, ou encore on peut intégrer Jean-Yves Kwasi. Comme il a déjà joué une CAN et puis il a une belle expérience, il peut apporter une touche importante. Ça, c'est le premier élément. C'est un élément au niveau de Bailly. Je pense que Bailly, il sera intéressant de le remonter moralement. Mais je pense que non, c'est pour cette CAN-là, il ne doit pas être choisi. D'accord. Et concernant le petit Ahmad, il nous faut Ahmad. Pourquoi? Parce que dans l'équipe nationale, lorsqu'on regarde les différents profils, on ne voit pas celui qui peut tirer un bon coup de pied arrêté. À part Massalin Gradel et Serge Jean-Michel, on n'a pas de bons tireurs de coups de pied arrêtés, notamment les coups francs. Au niveau des coups francs, la Côte d'Ivoire toujours les bons joueurs qui tiraient, commencer les Falikou Fofana jusqu'à d'abord Falikou Fofana, Kwasi Kwadjo, Amani Yao, après la génération de Yaya Touré, tout ça. La Côte d'Ivoire toujours de bons tireurs de coups francs. Elle est Didier Drogba. On n'a pas de bons tireurs de coups francs. Donc on peut intégrer Amad Diallo par exemple, même s'il n'est pas titulaire. Lui comme ça, le coup de pied arrêté là, il est très bon. Il sait bien placer le ballon. C'est un petit qui est bien technique. Moi, en tout cas, il me plaît correctement. Et je suis sûr qu'il va plaire à Gasset lorsqu'ils vont le mettre dans... Manchester United, c'est pas une petite équipe. D'accord. C'est une petite équipe. On a vu des joueurs n'étaient pas titulaires au Havre. Mais lorsqu'il venait, il faisait sensation à l'équipe nationale. Lorsqu'il était à Toulouse également, il n'était pas titulaire. Mais il faisait sensation à l'équipe nationale. Donc, Manchester United, c'est pas une petite équipe. C'est bien compris. Il a encore jeune. Donc, donc, je pense que Amad Diallo et Jean-Yves Kwasi sont des prétendants sérieux à différents postes pour la CAN. Mais concernant le reste, ça sera un peu difficile. D'accord, c'est bien pris en compte. Merci beaucoup, M. Ouattara Badji. Merci beaucoup. Jean-Philippe, vous avez terminé. Oui, je terminais rapidement pour donner le dernier nom, le petit Saï, également qui était buteur face à l'Irak. Donc je pense que avant même de citer Jean-Yves Kwasi, avant de citer Ahmad, je pense qu'ils sont quand même repassés légèrement derrière un certain nombre de joueurs dans la hiérarchie des potentiels sélectionnables pour l'équipe nationale. D'accord. Et Martial Gourou, j'arrive à vous, justement, en vous demandant, Pepe, Eric Bailly, Jean-Yves Kwasi et Ahmad peuvent-ils toujours espérer jouer la CAN 2023? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous allons partir. Oui, j'ai dit oui. OK. Donc, nous partons du principe que la sélection de Côte d'Ivoire est ouverte à tous les footballeurs ivoiriens qui sont en activité. Donc, Pepe, Bailly, Evra, Kwasi, à l'exception d'Ahmad, Diallo, sont en activité. Maintenant, l'autre élément, c'est que le temps de jeu n'est pas le seul critère pour sélectionner un joueur. Il y a aussi le profil, il y a aussi la polyvalence. Vous comprenez? Donc, et l'entraîneur prend en compte aussi l'aspect technique, l'aspect tactique et les éléments comme la vie dans le vestiaire. Donc, quand on prend les uns et les autres, je crois que Bailly, il a été blessé le 9 novembre dernier. Il a livré un match amical le dimanche 19 novembre dernier. Il a disputé 90 minutes face à Sarakia Sport. Oui. Et il a 7 matchs. Et pendant 7 matchs, il était titulaire à part entière. Ça veut dire qu'en dehors des blessures, c'est un joueur qui a de la qualité et qui a été toujours présent dans cette... Pepe Nicolas, je crois qu'il revient progressivement. Il a 4 matchs. Pour le premier match, il a joué 7 minutes. Le deuxième match, 21 minutes. Le troisième match, 62 minutes. Le quatrième match, 90 minutes avec un but. Donc, je l'ai dit, il est en nette progression. Et puis, dans cette équipe de Côte d'Ivoire, Pepe est le gaucher qui est capable, qui est à l'aise sur le côté droit. Et quand tu es à l'aise sur le côté droit,
Au lieu d'aller attaquer le latéral qui est de ton côté, tu vas en profondeur, ça attire les adversaires sur ton côté et ça libère le côté, les pistons, les latéraux utilisent à profusion ce côté-là. Donc je pense que c'est un bon tireur aussi de coup franc. Donc je pense qu'il mérite d'être là. Jean-Evra Kouassi, il a disputé la dernière journée de la Super League chinoise. C'est la 30e journée, le 4 novembre 2023. Il a 6 buts, 4 passes décisives. Et il dispute actuellement la Ligue asiatique des champions. Vous comprenez? Oui. Et en équipe de Côte d'Ivoire, il a 13 matchs, il a un but, mais il a 7 passes décisives. Et donc je crois qu'au niveau des passes décisives, c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est important. Et ça, je pense que ce côté-là milite en sa faveur. Donc je crois que dans l'ensemble, Bailly, pour son expérience, surtout pour sa qualité, parce que Evan Edika, Ousmane Diomandé sont vrais dans les duels, les 1 contre 1, mais au niveau de l'intelligence de jeu, de la vision, des sorties de balles, et surtout pour créer le surnom en milieu de terrain, je crois que Bailly peut apporter ce côté-là. Donc je crois que c'est des joueurs. La liste de Gassé n'a pas encore été arrêtée. On a le 3 janvier pour donner la dernière liste des joueurs qui vont participer. Il reste encore 6, 7 ou 8 matchs dans les différents championnats. Donc, je crois que sur cette base, l'entraîneur, s'ils font de bons matchs, l'entraîneur n'a pas de raison de ne pas les appeler en équipe de Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Bon, voyons l'avis de M. Kouadio Yves. M. Kouadio, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, madame. Et chez vous? Je vais très bien, merci. Alors, on vous écoute? Oui? Salut tous les membres du plateau. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vous écoute maintenant. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup sur l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Non, mais surtout par rapport à la question LGT de ce soir, hein, M. Kouadio. Oui. D'accord. Ces 4 joueurs, vous venez de citer les noms. Oui. Je pense qu'ils ont leur place dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Okay. Et certains, s'ils sont en forme, et voilà, on peut les sélectionner sans problème. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire dit les joueurs en forme en ce moment. Les critères pour dire que notre tel joueur n'a plus sa place. Même si on dit que c'est titulaire ou quoi, voilà. Si pas remplacé pour le moment. On ne vous entend plus du tout. Très bien, on est malheureusement obligé d'interrompre la conversation téléphonique. Mais vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Oui, Clément. Oui, j'ai envie de mettre un oui parce que, voilà, comme l'a dit Martial, le critère de sélection, la porte d'une sélection n'est jamais fermée tant qu'on n'a pas encore déposé la liste. Mais je veux mettre un oui plus pour Pépé. Moi, parmi les 4 qu'on a cités, qui a la plus grosse chance de rejoindre cette sélection. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que voilà, c'est la pièce qui manque au puzzle de Jean-Louis Gasset actuellement. Comme l'a dit Martial, c'est ce gaucher-là, voilà, le faux pied à droite. Il est capable de vous proposer ce jeu de transition parce que le football, ce n'est pas seulement que les actions construites. Et lui, en termes de rupture, en termes d'attaque placée, Pépé, il peut vous être voilà, de qualité parce qu'on a vu le match face à la France, l'action qu'il fait face au frère Hernandez. Si on a ce Pépé-là dans l'équipe nationale, je pense qu'il peut nous emmener très très loin. Et on parle des statistiques qui parlent pour lui quand même. Tiens, on parle de la CAN. L'éléphant le plus décisif lors de la dernière CAN, c'est Nicolas Pépé, qui a démarré timidement sa compétition, qui était sur le banc, qui fait 17 minutes pour son premier match. Mais la deuxième rencontre, il est décisif. Et il marque face au Sierra Leonais. Et puis face à l'Algérie, quand même, il fait un top match. Top match, pourquoi? Parce qu'il marque et puis il fait une passe décisive. Et au terme de la compétition, il sort en tant que l'éléphant le plus décisif, il va marquer 2 buts pour une passe décisive. Et oui, également, pourquoi? Parce que voilà, je pense que c'est un produit qui est ancré dans l'esprit de Gasset. Voilà, et quand tu penses ce qu'il a fait en France, avec Lille, avec Angers, avec Evian et autres, et il a quand même ce côté-là, il va marquer l'esprit de Gasset par rapport aux autres concurrents. Pourquoi? Parce que moi, quand on fait le constat, Gasset, il a quand même un faible pour tout ce qui est binationaux. Quand on prend les binationaux qui sont là, et lui, il part favori dans tout ce qui est concurrent à son poste parce que voilà, c'est un garçon qui est capable de déclencher, de changer le coup d'un match. Et dans une compétition,
tu as l'obligation ou tu as besoin des garçons qui sont capables de changer le cours d'un match. Donc, moi, j'estime que ce oui-là, il est plus Pépé. Après, quand tu prends les autres, quand tu prends Bailly, ça serait un peu difficile parce que son secteur, il est quand même concurrencé. Les jeunes qui sont en train de s'affirmer. Voilà, tu as le gars aussi qui a beaucoup de pépins physiques. Et puis quand tu prends Amad Diallo qui n'a pas de temps actuellement avec Manchester United, mais si Manchester United est un gros club. Et puis Evra Kouassi, voilà, quand tu prends les plans de Gassé, on a l'impression qu'il n'est pas dans les plans de Gassé parce qu'il allait s'exiler en Chine ou encore Gassé n'est pas intéressé par ce championnat-là par rapport à ses critères de sélection. Donc moi, ces chances sont un peu grillées. Ce oui-là, pour moi, il est plus un peu pour Nicolas Pépé, voilà, qui va probablement faire partie des plans de Gassé pour cette CAN-là. OK. Et sur la page Facebook de la 3, on a Fabrice Jay qui nous dit Pépé, Bailly, Evra ont eu leur temps de jeu pour s'imposer en tant que vrais titulaires. Mais ils n'ont pas su saisir cette chance. Aujourd'hui, nous sommes à une nouvelle ère avec d'autres qui assurent leur place. À un moment donné, il faut savoir partir et laisser les autres essayer où vous avez échoué. Pour Amad, il revient d'une blessure et je pense qu'il ne sera pas prêt pour cette CAN. On a Jovan qui nous dit Pépé et Bailly ne doivent pas manquer cette CAN. Et on a aussi François Bopsi qui nous dit Pépé et Bailly, oui, il nous les faut. Bon, d'accord. Mais parlons d'Eric Bailly. Est-ce que vous ne pensez pas que son expérience pourrait parler justement au sein de cette sélection? Bien évidemment. Voyez-vous, moi j'ai suivi après moi toutes les justifications de la présence de ces garçons. Ouais. C'est d'une évidence frappante. Comme l'a si bien dit Martial, les portes de la sélection ne sont pas fermées. Mais il y a une question qui me passe à l'esprit. Est-ce que Gassé est capable de partir avec tout le monde? C'est à cette question-là qu'on doit répondre. Oui. Parce qu'il est évident que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec une sélection qui regorge d'autant de talents, il est évident que les choix vont forcément laisser sur le carreau des garçons qui sont sensiblement méritants par rapport à ceux qui vont y aller. Quand Gassé est arrivé, on lui a soumis une liste de 50 internationaux quand même. Il en a testé plus d'une quarantaine. Ouais. Et il en a ajouté d'autres. Ouais. Parce que sur la liste qu'il avait en première instance, il n'y avait pas Yaya Fofana, qui ne portait pas le maillot de l'équipe nationale. Ouais. Il n'y avait pas Jonathan Bamba, il n'y avait pas Evan Ndika. Donc il est même parti au-delà de la liste qu'il a reçue. Il a formé un groupe avec lequel il a enchaîné 2 regroupements sans problème. Il va se poser des questions aujourd'hui. Parce que, comme l'a si bien dit Martial, la vue du groupe compte énormément, les affinités comptent énormément. C'est de là que naît l'esprit de solidarité. Sur cette fenêtre, par exemple, on a tous vu que Diak Touma avait quelques difficultés. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir en retour? On peut avoir un geste de solidarité de la part des hommes qui sont dans le groupe, qui peuvent dire à l'entraîneur, on va avec lui. Il nous a montré de belles choses face au Maroc. Ce n'est pas parce que peut-être il était en difficulté sur cette sortie qu'on va devoir l'enterrer. On peut le réveiller là-bas. Donc c'est comme ça que généralement les groupes se construisent. On a eu l'anecdote, par exemple, en 1998 de l'équipe de France, où Christophe Dugarry n'était pas le meilleur attaquant français, mais Zidane l'a imposé. Et c'est comme ça, ainsi de suite, dans beaucoup de sélections. Pour dire qu'aujourd'hui, ces garçons-là, par exemple, Bailly et Pépé, ce sont des anciens de l'équipe nationale. Ils ont des soutiens forts au niveau de l'équipe nationale. Ils sont très proches du capitaine et autres. Ils peuvent revenir. Mais ils vont venir à la place de qui? Tant que ces jeunes qui sont le présent, l'avenir de l'équipe nationale sont en forme. Est-ce qu'on veut créer d'autres frustrations? Est-ce que l'entraîneur va aller jusque là-bas? Ça, c'est le grand point d'interrogation. D'accord. On a M. Diomandé Mamadou en ligne qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé, bonsoir. Christine. Oui. Bonsoir, Abel. Bonsoir, M. Diomandé. La table vous salue. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous écoute, M. Diomandé. Mathilde. Oui. Le camp commando Gassé a besoin des commandos patriotes. OK. Des commandos qui vont venir défendre la couleur orange, blanc, vert. Les commandos qui vont venir donner l'espoir, le sourire, la joie au peuple ivoire. Donc, en ce moment, ces 4-là, certainement, il y a une cohésion, il y a un amour, il y a la solidarité. Celui qui va venir compléter la solidarité, l'amour, le patriotisme au sein de l'équipe, on a besoin de lui au sein de cette équipe de 11 commandos Gassé. Gassé a besoin de joueurs parce que moi-même, au début, je l'appelais la vieille mamie, vraiment, ça ne sont pas très très. Mais maintenant, cette partie-là, il faut faire de la bonne sauce. Il ne veut pas avoir l'humiliation. Nous, les parents ivoiriens, on ne veut pas avoir un élément qui est venu humilier encore en 24. Donc, Eric Bailly,
Amano, pourquoi ils n'ont qu'à venir, s'ils viennent là, ils sont prêts pour mouiller le maillot, s'ils sont prêts pour ne pas défendre le gars qui gagne chez les Européens là, ils vont défendre la joie à leurs parents là, ils n'ont qu'à venir. D'accord. Oui, monsieur Diomandé. Alors que là, on a ça, mais... Toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, Balo, je vais vous prendre tout de suite. Mais parlons de statistiques par rapport à ces 4 joueurs. Donc, j'aimerais qu'on regarde les performances de ces 4 joueurs en club depuis le début de la saison. On commence par Nicolas Pepe, âgé de 28 ans, 37 sélections pour 10 buts. Il évolue au club de Trabzonspor en Turquie, 4 matchs, 2 titularisations, 1 seul but, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Quant à Eric Bailly, 29 ans, 49 sélections, 2 buts en sélection, qui évolue à Beşiktaş en Turquie. C'est 7 matchs, 7 titularisations, 0 but, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et pour terminer, Ginevra Kwasi, 29 ans, 9 sélections, 1 seul but. Club Zhejiang, 22 matchs, 14 titularisations, 6 buts, 3 passes, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Et Amad Diallo, 4 sélections, 1 but, 21 ans, club Manchester United, 0 match, 0 titularisation, 0 but, 0 passe, 0 carton jaune, 0 carton rouge. 0 carton rouge. Oui, Balo, puisque vous avez la parole. Oui, déjà, je veux souligner quelque chose. Je pense que M. Marcel Goro a évoqué un certain nombre de critères. Il a parlé du profil. Oui. Il a parlé aussi, je pense, de la performance. Moi, je pense que déjà, ces 2 critères valent pour la titularisation. Et je pense que la question qui est posée, c'est espérer jouer. Oui. Jouer. Donc, ça sous-entend qu'ils auront une place peut-être de titulaire pour des matchs. Moi, je pense que pour cette logique, pour aller dans cette logique, on doit s'appuyer sur la performance. Je pense que ça, c'est l'indicateur de base. Qu'est-ce qu'ils font actuellement en club et quel peut être l'apport par rapport à ceux qui sont déjà là. Et déjà, on vient de voir les performances. Oui, et lorsqu'on voit les performances... Oui. Pour ce que je vois, lorsqu'on voit les statistiques, c'est ce que j'ai dit, Ginevra Kwasi paraît avoir le profil intéressant. Maintenant, pour la vie du vestiaire, on peut espérer faire appel à de l'expérience. C'est dans ce cadre-là que Eric Bailly et Nicolas Pepe, moi j'estime, peuvent jouer un rôle. Ça, il s'agit ici d'être sur la liste, mais pas espérer forcément jouer, parce que apporter l'expérience, apporter quelque chose à la vie de groupe, savoir galvaniser les plus jeunes, savoir les encadrer, ça vaut... pour la liste. On peut être sur le banc de touche, on peut être remplaçant et apporter tout cela. Mais pour être titulaire, moi je pense que la compétitivité doit être quelque chose, un marqueur important pour Jean-Louis Gasset. Parce qu'on va affronter des équipes tenaces. Et je pense que dans les sélections qui vont s'inscrire, se dresser face aux éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de... Est-ce qu'il est ancien? Est-ce qu'il a évolué avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a rendu de bons et loyaux services? Moi, je pense qu'à ce niveau-là, pour la titularisation, pour disputer cette CAN, pour espérer la remporter, je pense que c'est la performance et rien que la performance qui doit valoir son pesant d'or. Exactement. Oui, Marcel Goro. Je ne partage pas son avis parce qu'il ne faut pas avoir une analyse sélective. Si on veut aller sur le plan du temps de jeu, Sébastien Haller, est-ce qu'il joue dans son club? Il est pourtant titulaire dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Il a marqué 2 buts sur les 2 derniers matchs. 3 buts. 3 buts, pardonnez. Il n'est pas le seul. Il y a certains autres joueurs dans cette sélection qui n'ont pas de temps de jeu en club, mais qui, en équipe de Côte d'Ivoire, performent. Donc, je vais dire que la performance, le temps de jeu, n'est pas forcément le seul critère. Il y a d'autres critères. Parce que l'entraîneur privilégie chaque joueur a un critère. Un joueur a tel critère, l'autre en a un autre. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la liste définitive des Gasset. La compétition va commencer le 13 janvier. On est en novembre. Et il y a des matchs de championnat qui vont se jouer. Quand on prend le cas d'Eric Bailly, lorsqu'il n'est pas blessé, il a joué 7 matchs, il a été titulaire à 7 reprises. Nicolas Pepe, qui revient d'une blessure, on voit qu'il monte crescendo. Il progresse. Et donc, il reste encore des matchs avant que Gasset ne rende sa liste. Donc, je crois qu'il ne faut pas fermer la porte. Ce sont des Ivoiriens, ils sont en activité. Tant qu'ils jouent et qu'ils peuvent performer, on peut les appeler parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en forme, demain, ils peuvent avoir une baisse de régime. Ils peuvent être malades. Et aujourd'hui, je prends un exemple pour terminer. Le jeune Simoa Dengra, on a vu le match qu'il a livré face aux Seychelles. Mais c'est vraiment un match
de grande classe. Mais on l'a vu, là, à Dar es Salaam, face à la Gambie. Je me trompe souvent, Zambie, Gambie. Mais face à la Gambie, honnêtement, je n'ai pas reconnu le garçon. Et l'entraîneur a dit qu'il est tout jeune, mais c'est pourquoi il faut des joueurs expérimentés dans cette équipe qui, demain, lorsque les jeunes seront dans des difficultés, et que les anciens, avec leur expérience, pourront décanter des situations. Donc, ne ferme pas la porte. Non, je veux dire que je ne ferme pas la porte, je suis pour que ces anciens-là puissent intégrer éventuellement la liste. Moi, je parle de titularisation, je parle de jouer, apporter quelque chose à l'équipe. Et tout à l'heure, Marcel Gourou parlait de Sébastien. Alors certes, Sébastien alors n'est pas titulaire, mais n'a pas essuyé une longue blessure comme Nicolas Pepe, voire Eric Bailly. Nicolas Pepe a fait une grande période d'indisponibilité, ce qui pose un problème pour une Coupe d'Afrique des Nations à domicile où on veut des joueurs en jambes et compétitifs. Très bien. Oui, Clément. Je pense que même si le critère de base, c'est la compétitivité et puis le temps de jeu, mais après, il ne faut pas négliger certains éléments parce que nous, on n'est pas dans ce qu'on appelle la vie de groupe. Quand tu prends Saliou 6 avec le Sénégal, il termine en tant que l'un des meilleurs arrière-gauche de la CAN passée, mais il est en division inférieure avec un temps de jeu insuffisant. Mais pourquoi est-ce que Aliou Cissé l'appelle? Parce qu'il estime que c'est un cadre qui peut lui apporter. Et tu peux avoir du temps de jeu en club et puis ne pas apporter à ta sélection. On a vu plein de joueurs comme ça qui sont arrivés en sélection avec temps de jeu. Patrice Evra, voilà, qui a été mis de côté à cause d'Eric Abidal. Donc tout ça, voilà, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte également parce que voilà, tu estimes que ce joueur-là, il peut t'apporter, même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu en club, mais tu sais que c'est un élément voilà, qui peut t'aider à remporter une compétition. Donc il ne faut pas fermer la porte à qui que ce soit. Et Gassé, il est en train de construire son groupe. Il sait ce qui va en termes d'ambiance. Il sait ce qui peut s'entendre. Il sait également voilà, ce qui peut lui permettre d'aller au bout. À lui c'est lui qui a le pouvoir de décision. C'est lui qui connaît, voilà, qui peut lui créer des soucis dans son vestiaire en termes d'ego et autres. Donc lui seul a le pouvoir de décider. Nous, on n'a pas le pouvoir de fermer la sélection à qui que ce soit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de critères que nous, on ne maîtrise pas ici qui peuvent faire venir des joueurs dans une sélection. Et on ne ferme pas la porte en tout cas, on n'a pas ce pouvoir-là. Oui, Jean-Philippe. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que je vois Martial beaucoup insister sur le critère d'ancienneté. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que si des gens sont en activité et qu'on n'a pas encore arrêté la liste, il y a des matchs de championnat qui arrivent, ils peuvent performer. Donc, pour cette raison, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas à la CAN. C'est tout ce que je dis. Voilà. Donc, ce que je veux dire simplement concernant ces joueurs qui ont été énoncés et qui pourraient venir en équipe nationale, je pense que le débat il est très clair. On est en train de parler dans un avenir certain. On est en train de parler, d'après, comme le disent les physiciens... On émet les hypothèses. Voilà, on demande tout simplement de négliger les forces de frottement. C'est-à-dire qu'on parle comme si on est à la veille de la CAN, à la veille de la sélection, et que tout part dans le meilleur des mondes. Ceux qui ont été déjà sélectionnés et qu'on a vu durant ces 2 fenêtres, on continue à progresser en club et ils sont tous en bonne santé. C'est après de ce moment qu'on se pose la question sur la présence de ces derniers-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils sont forcément en retard par rapport à ceux qui sont présents là. Ils font la course après ceux qui sont présents en équipe nationale actuellement. L'une des possibilités pour lesquelles ils peuvent se retrouver en équipe nationale serait que sur cette période à venir, on ait des blessés ou des garçons qui soient véritablement en détresse parmi les 25 qui ont été sélectionnés. Parce que tenez-vous bien, si ces garçons continuent d'avoir en moyenne le même temps de jeu, d'avoir en moyenne, comme on appelle, le même niveau physique, et ainsi de suite, l'entraîneur Gassé ne va pas venir chambouler son groupe encore pour essayer de se poser des questions. Il va forcément privilégier ceux qui sont là, quelle que soit la performance de ces anciens. Parce qu'ils étaient présents en équipe nationale sous Gassé quand il est arrivé. Comme l'a dit l'un des intervenants, ils ont eu leur temps de faire leurs preuves à Gassé. Gassé appelait systématiquement Eric Bailly, quand même il était en difficulté en club. C'est sur la dernière sortie de jouer en Dola qu'il a été convaincu de la nécessité maintenant d'essayer d'autres joueurs. Et il a dit lui-même, pour terminer rapidement en quelques secondes, l'un de ses principaux conseillers, quand il était à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est Hervé Renard. Il sait ce que Hervé Renard a fait avec les jeunes en sélection et c'est que Hervé Renard sait également de l'apport des anciens en équipe nationale. Exactement. Donc attention, moi j'estime qu'il part de loin. Pour l'instant, ce ne sont pas eux qui sont, je dirais, dans une situation, en pole position, pour qu'on enlève certains. C'est eux qui sont en train de poursuivre ceux qui sont là pour revenir en équipe nationale. D'accord, très bien. Voyons l'avis de M. Cyprien qui nous appelle de Mans. Bonsoir, monsieur.
Moi, je pense qu'on l'a perdu. Oui, oui, juste ajouter quelque chose, parce que j'entends Clément et Martial Gourou parler de temps de jeu. Non, pour ceux qui sont cités ici, que ce soit Nicolas Pepe et Eric Bailly, ça va au-delà du temps de jeu. On parle de retour de blessure. Est-ce que quelqu'un qui revient de blessure peut être compétitif à une compétition au bout de quoi? Au bout de quelques semaines, parce que nous serons en décembre dans quelques jours. Est-ce qu'au bout de quelques semaines, ces joueurs-là peuvent espérer être compétitifs dans le cadre de matchs, dans le cadre d'une titularisation? D'une compétition, oui, terminé, Balo. On doit avancer. Voilà, donc je pense que non. Maintenant, s'il y a la possibilité de les appeler sur la liste pour qu'ils apportent leur expérience, ça, c'est autre chose. D'accord. Moi, je m'inscris en faux dans le fait de dire que quelqu'un qui revient de blessure peut être compétitif et titulaire dans une Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien compris. Donc, voyons aussi l'avis du public sportif ivoirien face à la question LGT de ce soir. Actuellement, ceux qui jouent à la place de ces joueurs que vous venez de citer là, je pense que ces derniers-là aussi sont en train de faire preuve de leur puissance. Voilà, donc je pense que ces joueurs aussi méritent. Donc le choix des derniers que vous venez de citer va dépendre de l'entraîneur. Bon, actuellement, les joueurs qu'on a pu voir jouer concernant les matchs amicaux, les matchs de la Coupe du Monde, éliminatoire Coupe du Monde, je pense que ces joueurs qui sont là présentement sont en train de prouver qu'ils ont leur place aussi à l'équipe nationale aussi de Côte d'Ivoire. Puisqu'actuellement, Nicolas Pepe et Eric Bailly, ils sont en meilleure forme présentement pour le moment dans leurs équipes respectives dans les championnats européens. Donc je pense qu'avec ce qu'on a, ils peuvent aller loin avec la CAN, même avec les éliminatoires Coupe du Monde aussi. Bien sûr, ce que moi je désigne comme les joueurs que je préfère pour qu'ils jouent la CAN, c'est Nicolas Pepe et puis Eric Bailly, parce qu'ils sont des anciens dans le groupe. Alors ils peuvent nous apporter beaucoup de choses dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'année précédente, Eric Bailly il a pris la coupe, il a joué, mais cette année même ils l'ont sélectionné dans l'autre éliminatoire, mais il n'a pas pu jouer réellement, donc on n'aime plus son jeu. Moi, selon moi, mon avis, c'est comme Amad Diallo et puis Nicolas Pepe. Ce sont les deux joueurs que je kiffe. Bon, actuellement, Jean-Yves Kwasi Crespo, moi, en tout cas, je ne le vois pas entrer jouer la CAN. Parce qu'actuellement, on a bien des joueurs qui sont très en forme pour remporter la CAN. Eric Bailly aussi, je ne le vois pas entrer jouer la CAN. Et Nicolas Pepe. Voilà, donc nous avons eu vos avis sur la question LGT. Martial Gourou désirait ajouter quelque chose en une seconde. Que Serge Aurier revient de blessure, mais il a été titularisé en lieu et place de Wilfried Senghor. Donc on peut être blessé et puis revenir en force. D'accord, ok. Merci pour la précision. Donc Pepe, Bailly, Jean-Yves Kwasi et Amad peuvent-ils toujours espérer jouer la CAN 2023? On a eu donc des éléments de réponse sur le plateau de la Grande Team, mais aussi en dehors du plateau. Bon, c'est fini pour l'actu de ce soir. Pour la dernière période donc, de l'émission, nous passons au jeu, nous passons au plus quali. Chef plateau, nous avons besoin de craie. Vous avez votre craie, Martial? Ah non. Vous avez... Ok, d'accord. Donc c'est bon alors. On commence le plus calé de ce soir, spécial éléphant football. Donc équipe A, composée de Clément et Balo. Équipe B, composée de Jean-Philippe et Martial. Martial, on y va, on s'accroche, on reste concentré. Oui, tout à fait. Première question. Quel sélectionneur a disputé le plus de matchs de CAN à la tête des éléphants? A. Hervé Renard. B. Yo Martial. C. Paul Guevaudin. A, B ou C? On y va. B pour l'équipe A et puis C pour l'équipe B. C'est la réponse B. Yo Martial. Le technicien ivoirien est le plus capé avec 8 matchs de CAN, 3 en 1988 et 5 en 1992. Deuxième question. Quel joueur est le meilleur buteur ivoirien à la CAN après le grand Laurent Pokou? A. Abdoulaye Traoré. B. Joël Thierry. C. Didier Drogba. A, B ou C, quel joueur est le meilleur buteur ivoirien à la CAN après Laurent Pokou? On y va.
La réponse B pour l'équipe B, pour l'équipe A, et puis la réponse A pour l'équipe B. La bonne réponse est la réponse C. Didier Drogba. Après Laurent Pokou, hein, qui compte 14 buts, vient Didier Drogba qui a marqué 11. Il dévance donc Thierry et Ben Badi qui comptent respectivement 10 et 9 buts. Voilà. Troisième question, on poursuit. Qui était le gardien titulaire des éléphants à la CAN 2002? C'est facile. Ah, c'est facile pour vous, Ballot, d'accord. A. Tizier Jean-Jacques. B. Loseni Konaté. C. Diarra Seydou. A, B ou C? On y va. Mais là, nous regarde là. Ils ne sont pas regardés. Mais ça change de décision. Bon, la réponse B pour tout le monde. Effectivement, c'est la réponse B. Loseni Konaté. Il était secondé de Kwaku Bernard et de Kopa Barry. La quatrième question. Quelle est la canne la plus prolifique des éléphants en but? A. 1970. B. 1994. C. 2008. Attention. On y va, monsieur. On se lance, messieurs. Bon. La réponse B par ici et la réponse A par là. C'est la réponse C. 2008. Les éléphants ont explosé leur record en 2008 avec 16 buts marqués. Suivent les éditions de 1970 et 1994 avec 11 réalisations. La dernière question, on se concentre. Lequel de ces joueurs ivoiriens a le plus de participation à la CAN? Alain Guaméné, Didier Zokora ou Kolo Touré? Lequel de ces joueurs ivoiriens a le plus de participation à la CAN? On y va. La réponse B pour tout le monde, c'est la réponse A, Alain Guaméné. Le gardien ivoirien a participé à 8 CAN de 1986 à 2000. Il dévance, mais laissez-moi lire, messieurs. Il dévance Kolo Touré, Tiene Siaka et Kopa Barry qui comptent 7 participations. Voilà, roulement de tambour. C'est pas grave. Roulement de tambour, la régie. L'équipe victorieuse donc pour ce soir de grande team, c'est l'équipe A composée de Ballot et Clément. Félicitations, messieurs. Ouais, la nouvelle génération. La nouvelle génération, la nouvelle génération est esquissée quelque part dedans. Merci beaucoup, hein, messieurs. C'est la fin de la grande team de ce soir. Merci, Jean-Philippe. Jean-Philippe, je veux entendre votre voix. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous également. Voilà. Merci, Martial Gorou. Merci, Marie-Christine. Merci, Clément. Merci, Marie-Christine. Merci, Ballot. Je vous en prie. Et merci à vous aussi, amoureux du sport. Passez une agréable soirée. On se retrouve demain en direct, toujours sur la 3 à 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.